On s'est croisés par hasard à Bourget. Comme j'étais assez sensible à l'espèce d'anti-islamisme qui montait en France à cette époque-là, j'avais de la sympathie pour lui, hein, sans le connaître, sans avoir fait spécialement de recherche. Donc je me suis retrouvé sur un stand en face de lui, on s'est serré la main. Et il y a eu une assez jolie photo d'ailleurs, il y a lui, moi et Dieudonné. Et ça a plu d'ailleurs à pas mal de gens, parce qu'il y avait une espèce d'union sacrée de la, on va dire, de la résistance au pouvoir mondialiste ou sioniste ou je sais pas quoi. Et ce qui m'a étonné immédiatement, je vais le dire, c'est que le lendemain, il a fait un communiqué pour dire en gros qu'il m'avait serré la main un peu par hasard, mais qu'il se l'était lavé après, quoi. Et là, je me suis dit, pas très classe, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris un peu de recul par rapport à lui, mais je ne crois pas l'avoir attaqué même à cette époque-là. Donc, si vous voulez, après, à un moment donné, j'ai plutôt fait des recherches sur lui, j'ai vu qu'il était lié à Tony Blair, que bon, il est des frères musulmans, suisses. Et j'avais posé la question qui me paraissait pertinente, c'est en France, il y a peut-être 6 ou 7 millions de musulmans. On nous montre toujours en France des sous-prolétaires ou des types qui sont affiliés à des pays étrangers, Algérie, Maroc, etc. Pourquoi les médias ne nous montrent jamais un type qui a fait des études supérieures, comme mon avocat à l'époque, qui est un Français d'origine immigrée musulman, qui a fait des études supérieures, etc. Et je disais, il est étonnant que quand on voit qu'il y a quand même dans ces millions de musulmans forcément une élite intellectuelle et politique musulmane française, qu'elle soit d'ailleurs convertie ou par l'immigration, pourquoi a-t-on choisi comme représentant des musulmans de France un Suisse d'origine égyptienne qui travaille pour le gouvernement anglais? Voilà la critique que j'avais formulée sur lui, qui me paraît toujours pertinente. J'avais dit, est-ce que quelque part, quand c'est le pouvoir qui le désigne comme représentant, puisque c'est quand même Sarkozy qui l'a adoubé en l'affrontant, ce qui est assez subtil, ça c'est les méthodes du pouvoir, je me suis posé la question, est-ce que quelque part on n'est pas dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée avec lui? Je me disais même, finalement, quand il s'engueule avec Caroline Fourest, est-ce que si on remonte au sommet de la pyramide, ils n'ont peut-être pas même les mêmes employeurs, quitte à même à ne pas le savoir, voilà. Et c'est comme ça que ma critique sur lui s'est posée, qui était une critique absolument pas personnelle, qui était une critique politique et qui, à mon avis, est valable, quoi. Alors sur Bourgeois, je peux rebondir. Moi, je lui avais fait passer le message, parce qu'on communiquait à distance d'une certaine manière. On s'est vu physiquement, en parlant sérieusement, qu'une fois, ce truc que Ménard avait organisé, là, cette espèce de colloque, à l'époque où Ménard n'était pas du tout sur la ligne sur laquelle il est aujourd'hui. C'est bizarre, lui, comme il a viré national sioniste radical, alors qu'à l'époque, je dirais pas qu'il était révisionniste, parce que je ne voudrais pas lui attirer d'ennui, mais il n'était pas du tout sur cette ligne-là. Et ce jour-là, j'avais dit effectivement à Ramadan, mais je l'avais déjà dit sans lui dire à lui, que quand il s'appuyait sur le droit européen pour appuyer les revendications des musulmans en France, il ne se posait pas du tout la question que ça allait poser comme problème aux musulmans du prolétariat qui vivaient au milieu des Français qui eux-mêmes n'avaient pas été consultés sur l'immigration. Et qu'en fait, sa position de bourgeois suisse ne le rendait pas légitime pour représenter les Français, et même était un peu dangereux, parce qu'il était sur une posture d'arrogance où il disait en gros, l'Europe nous donne le droit, nous musulmans, de passer outre le droit français, et je disais à l'époque, et je pense que c'est vrai, que c'était dangereux pour les musulmans qui, eux, avaient à vivre au quotidien, au milieu de Français, qui naturellement ne s'extasiaient pas sur l'immigration, car je ne vois pas pourquoi les Français s'extasieraient sur l'immigration afro-maghrébine. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se poser cette question radicale, et aussi que les Français sont quand même en France, dans leur pays, parce qu'on ne contesterait pas n'importe où ailleurs. Je disais, à l'époque, la France aux Français, c'est aussi légitime que l'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains, même après s'il faut intégrer le passif colonial, ce que j'ai toujours fait, pour dire que c'était complexe. Voilà. Non. Alors je vous dis clairement non, parce que d'abord lui ne voulait pas parler avec moi, et je sentais trop le soufre pour lui, mais par contre j'ai discuté avec son entourage, avec son frère, qui est venu ici me rencontrer, et qui m'a dit d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il pensait que j'étais converti à l'islam, et parce qu'il sentait que j'étais un bon musulman. Je le prends pour un compliment, mais il se trouve que je suis français et catholique, et voilà, je ne vois pas de raison de, comment dirais-je, de me convertir à une autre religion, mais par contre, comme je l'ai toujours dit, je n'ai aucune hostilité pour l'islam en tant que système de valeurs, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour le judaïsme. Vous le savez aussi, mes positions sont celles-là, et elles me valent d'ailleurs beaucoup d'ennui des nationalistes français et d'une certaine frange nationaliste pro-sioniste. Voilà. Donc j'ai discuté avec son entourage, et je me rappelle une fois, si je veux être précis, que je devais donner une conférence dans les environs de Roubaix, où je crois que les musulmans sont très puissants, parce que très alliés au Parti Socialiste, je ne vous fais pas un dessin, Ouma à l'époque, etc. Enfin, je connais assez bien le dossier. Et j'avais fait une petite réunion préalable avec l'entourage de Ramadan, parce qu'ils avaient prévu de venir m'emmerder. Et j'aime pas qu'on vienne m'emmerder.
Et je leur avais dit, ne me faites pas chier et ne m'attaquez pas sous la ceinture, sinon j'ai les moyens aussi de le faire sur Ramadan. Donc déjà à l'époque, je savais que sa vie privée n'était pas tout à fait, on va dire, conforme à ce qu'on peut appeler la loi coranique, j'en sais rien, et qu'il y avait un décalage entre sa posture de prédicateur musulman et sa vie privée. Je le savais, je vous dirai comment je l'ai su après, et son entourage n'avait pas moufté. Donc je sais qu'à l'époque, son entourage proche savait quand même que sa vie privée n'était pas tout à fait ce que les gens pouvaient en croire en écoutant ses prêches. Ça fait, on était beaucoup à le savoir. Et la question que ça me posait à moi, et j'en parlais dans mon entourage, mais comme vous pouvez remarquer, j'en ai jamais parlé politiquement, parce que, comme dit Le Pen, il n'y a pas de police des braguettes en France, et c'est pas la mentalité. Ce qui s'applique en France, c'est la loi française, pas la loi coranique. Donc moi, je me fous totalement de la vie privée de Ramadan, à part que j'étais étonné que ça ne sorte pas de la part de ses ennemis politiques, parce que Fourest faisait vaguement des allusions, mais comme c'est une féministe hystérique, et je me disais donc, si ça ne sort pas, sachant toutes les écoutes, tout ce qu'est le pouvoir profond et ce que moi je prends dans la gueule et qu'ils ont une miette à utiliser contre moi, notamment le montage de l'affaire Binti, où vous verrez que derrière, il y a les mêmes que dans son affaire à lui. El Fassi. Il serait temps d'ailleurs que Ramadan comprenne que ça vient plutôt d'El Fassi que de moi, s'il veut être dans le sérieux. Et je me disais, si rien ne sort sur sa vie privée, alors que ça serait un angle d'attaque assez facile compte tenu du fait qu'il se présente comme prédicateur musulman, c'est que quelque part, il est tenu ou qu'il fait partie de l'opposition contrôlée. C'est ce que je me suis dit depuis très longtemps. Je ne crois jamais d'ailleurs que je l'ai dit publiquement dans des vidéos, des trucs comme ça. Si vous trouvez, corrigez-moi, mais je ne crois pas. Parce que j'aime pas attaquer là-dessus. D'abord parce que je l'ai subi moi-même, parce que moi j'ai écrit Sociologie du dragueur, comme vous le savez, et je n'ai jamais, en tant que Français, avec une culture française, vous savez ce que c'est que la culture de la femme en France, je n'ai jamais, comment dirais-je, articulé le domaine qui est le truc insupportable des États-Unis, l'affaire Monica Lewinsky, heureusement en France on n'en est pas là. Je n'ai jamais voulu me servir des histoires de vie privée et des on-dit et des bruits dans un combat politique. Mais par contre, je me disais, si Ramadan, personne ne s'en sert contre lui, c'est que quand même, il doit être dans l'opposition contrôlée, ou alors il est tenu. Et là, je crois que cette analyse n'est pas totalement fausse, puisqu'à un moment donné, ça lui a pété à la gueule. Et si ça lui a pété à la gueule, alors que si moi je le savais, tout le monde le savait, les services, français et étrangers, je vous dirai après pourquoi je suis sûr que tout le monde le savait, parce qu'il n'était pas discret, il n'était pas du tout discret, je me suis dit, à un moment donné, quand ils auront besoin de l'attaquer ou qu'il leur sera plus utile, alors là, c'est de la politique subtile, profonde, ça lui pètera à la gueule. Et à un moment donné, quand ça lui a pété à la gueule, je me suis dit, tiens, la donne a changé. La donne a changé, ils n'ont plus besoin de lui, ou de toute façon, il ne fait plus partie des protégés, voilà. Oui, et surtout, il ne pouvait pas l'assumer en public, c'était ça la différence. Ceci dit, je ne connais pas assez la loi coranique sur les questions sexuelles, qui peuvent être assez permissives aussi, notamment chez les chiites, enfin il n'est pas chiite. Donc moi, je disais toujours, ça ne me regarde pas. Simplement, à un moment donné, là c'est là où on peut avancer un peu plus, j'avais une militante chez moi, musulmane, d'origine marocaine. J'ai beaucoup dans ER de gens français d'origine musulmane, depuis toujours, peut-être un tiers, vous voyez, issus de l'immigration, etc. Et elle voulait me consulter sur un problème, c'est qu'elle avait été mariée très jeune, à 17 ans, on ne va pas dire de force, mais dans une tradition où on choisit le mari et puis on ne connaît rien. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'organisation traditionnelle du mariage qui existait chez nous et dans le bassin méditerranéen jusqu'à hier. Hein. Et elle voulait divorcer. Elle avait une pression de sa belle famille et de sa famille, et elle était inquiète de ce désir de divorce. Elle avait 21 ans à ce moment-là, elle avait été mariée à 17 ans, elle se rendait compte qu'elle n'avait aucun point commun avec son mari, etc. Et je lui ai dit naïvement à l'époque, puisque c'était à l'époque où je connaissais Ramadan que pour avoir vu des prestations assez correctes, enfin je veux dire de bonne qualité par rapport à des opposants qui étaient aussi mes ennemis, je lui ai dit écoute, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, cette question me dépasse, consulte Tariq Ramadan. Je lui ai dit ça naïvement, et elle est rentrée en contact avec lui, c'était une très jolie fille, elle s'appelait, enfin, je ne dirais pas plus. Elle m'a dit, il est sympa, il m'a donné rendez-vous à Paris, etc. Il accepte de me rencontrer. Et quand elle est revenue me voir, elle m'a dit, je suis choqué, il m'a pris les mains, il m'a appelé ma petite Houri. C'est là que j'ai regardé ce que ça voulait dire, les Houris dans l'islam. Et il m'a proposé de me payer un studio pour devenir sa maîtresse quand il venait à Paris. Et là, elle s'est mise à pleurer, elle a eu une chute vertigineuse. Et là, j'ai eu un peu la puce à l'oreille sur Ramadan, qui est on va dire, un playboy, hein, et qui bénéficie comme moi de l'attraction qu'on opère sur les femmes quand on est un peu un personnage public, voire sulfureux, etc. Je sais très bien ce qui se passait au Bourget, il y avait des queues de 200 jeunes filles voilées qui ne rêvaient que de se faire dédicacer leur livre par Ramadan, et je pense que, comme il le dit lui-même aujourd'hui, c'est lui qui a été harcelé, et c'est plutôt lui qui n'a pas su résister au harcèlement. Je sais exactement ce que ça peut être, puisque je le vis un peu de mon côté. L'affaire Binti, c'est quelqu'un qui m'a harcelé, en réalité, à part que je pense qu'elle était missionnée, et
Bon, c'est pour ça que je compatis un peu à une partie de ces douleurs. Mais donc là, ce jour-là, j'ai su que Ramadan, effectivement, n'était pas un prédicateur d'une grande intégrité religieuse, et qu'il était par exemple très différent de son frère, par exemple. Hein. Je crois qu'ils sont très très différents. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai dit, parce que je me suis intéressé plus à ce qu'il disait, Ramadan est un politique, ce n'est pas un religieux. J'ai dit, d'abord, il est islamologue. Le mot islamologue est un mot anti-islamique. Hein. Il décrypte l'islam avec les armes de la sociologie occidentale, d'une certaine manière. Et donc je me suis dit, en fait, il est plus islamologue que musulman. Puis après, j'ai réfléchi que c'était sans doute un réformateur de l'islam. Après, les choses se sont accumulées, puisque les Qataris l'ont financé, un espèce de truc qui pouvait mener, à mon avis, à un Vatican II de l'islam, c'est-à-dire à adapter l'islam à l'idéologie dominante occidentale. Et là, une hostilité un peu est montée contre lui de ma part, mais genre intérieurement, il n'est pas tout à fait ce qu'il dit, il est protégé, sa sexualité ne correspond pas à son image officielle, et puis ça s'est encore aggravé quand il a pris parti contre Kadhafi, en disant que c'était les soldats de la liberté qui étaient en train de détruire la Libye, et que là il s'est retrouvé main dans la main politiquement avec BHL. Donc là je lui suis vraiment rentré dans la gueule, tout en sachant en plus les arrière-plans qu'il y avait. Donc là, à ce moment-là, sans l'attaquer énormément, j'ai été très critique envers lui dans mon fort intérieur. Et à ce moment-là, comme par hasard, j'ai commencé à être contacté par des femmes, par les réseaux sociaux, hein, qui me racontaient ce qui leur était arrivé avec Ramadan. C'était en général des musulmanes divorcées qu'il avait consultées pour des raisons de l'islam, dont il avait fait ses maîtresses, qui avaient été consentantes évidemment, et au bout d'un moment ça s'était mal passé à cause de rapports qui étaient un peu sadomasochistes. Et des témoignages, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7, hein, et qui se recoupaient. Voilà. Donc là je me suis dit, bon, c'est un type qui est un consommateur assez effréné de femmes, qui a perdu un peu le sens de la mesure, et à mon avis je me dis, c'est étrange qu'il se mette autant en danger, il doit être vraiment très, très protégé, parce que par rapport à son image officielle, c'est hyper dangereux, même si, je le dis, et je l'ai toujours dit, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Vous voyez, une femme ne peut pas prétendre avoir été violée 9 fois de suite dans 9 rendez-vous successifs où elle s'est rendue dans une chambre d'hôtel. Là, on est dans un autre problème qui rejoint MeToo et l'actuelle dérive, c'est la redéfinition du viol avec l'idée du viol rétroactif. C'est-à-dire la fille se dit, si à l'époque j'avais eu la conscience que j'ai aujourd'hui, j'aurais dit non. Et là, on est dans un truc inacceptable par rapport à ce qu'on appelle le droit, qui est la loi rétroactive. Hein, voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai eu ces témoignages, je n'en ai rien fait. Par contre, j'ai commis l'erreur, et je vous le dis parce que d'ailleurs ça n'a pas eu de suite bizarrement, c'est que comme à l'époque je n'étais pas fâché avec Salim Laïbi et qui se prétendait musulman, j'ai dit moi, Salim, ça ne me regarde pas les histoires de musulmans, je ne veux pas m'en mêler, mais je te donne les téléphones de ces femmes, débrouille-toi avec. Et ce qui est étrange, c'est qu'il les a appelées, pas toutes peut-être, mais certaines j'en suis sûr, et qu'il n'en a rien fait. Ça c'est assez étrange. Je suis à peu près sûr que les services étaient au courant de la vie privée de Ramadan, car il était très imprudent. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a l'histoire de la petite qui était de chez nous. Et d'ailleurs, quand il a su que c'était une adhérente ER, il a cru que je l'avais envoyé pour le piéger. Et en fait, non, c'était un hasard complet. Mais dès ce moment-là, je pense qu'il s'est dit, Soral me piste. En fait, c'était un hasard. En revanche, une de mes militantes, qui s'appelle, qui est une Française chrétienne, était allée à une signature, je crois, au Bourget, puisque les gens de ER s'intéressaient à l'islam, puisque l'islam s'implantant en France. Moi, j'étais sur la théorie du front de la foi, de la droite des valeurs, ils voulaient savoir ce que c'était, et ils allaient à la rencontre. Hein, ils se sont intéressés à d'autres sujets aussi, mais à celui-là. Cette fille a fait signer son bouquin à Ramadan, qui lui a mis un téléphone pour l'appeler. Par curiosité, elle a envoyé un SMS, et à ce moment-là, il y a eu un échange de SMS assez vigoureux de sa part pour lui proposer de le rejoindre prochainement dans un hôtel à Strasbourg, où il devait donner sans doute une conférence. Sa méthode, c'était chaque fois qu'il arrivait dans une ville, c'était de rencarder une fille pour qu'elle l'attende à l'hôtel. Voilà, pour femme dans chaque corps, c'est pas forcément dire un porc dans chaque femme, je ne pourrais pas. Mais donc là, je me suis dit, il prend vraiment des risques parce qu'il envoie des SMS. J'ai vu aussi, parce que j'ai discuté avec j'ai discuté avec la fille handicapée qui était son ancienne secrétaire, qui m'a avoué qu'elle était sa maîtresse, c'est des conversations téléphoniques. J'ai discuté avec une hystérique délirante qui s'appelait Majda, celle qui est à Bruxelles. J'ai discuté avec une de Marseille, et j'ai discuté avec la petite Ayari au téléphone, et elle m'a dit qu'elle était l'ancienne maîtresse de Ramadan. Elle ne m'a jamais parlé de viol, aucune ne m'a jamais parlé de viol. Elles m'ont toutes parlé de rapports dont il y a aussi une psychanalyste marocaine qui vit au Canada. Vous voyez, j'en ai eu un paquet. Et alors, ce que je veux vous dire comme constante chez ces femmes, c'est qu'elles m'ont toutes contacté pour se plaindre de Ramadan, dont elles avaient été la maîtresse et dont elles n'étaient plus la maîtresse. Elles s'en plaignaient parce qu'elles avaient découvert qu'elles n'étaient pas la seule maîtresse et qu'en général, ils les avaient quittées. C'est-à-dire qu'elles ne se plaignaient pas que Ramadan les ait violées, mais c'était bien ça, c'était l'inverse. C'est que Ramadan les ait plaquées ou qu'il les ait manipulées, c'est-à-dire
les maîtresses multiples. Et après m'avoir sollicité pour essayer de me monter contre lui, elles mettaient en place, si je continuais à dialoguer, le même rapport, c'est-à-dire qu'elles essayaient de m'entraîner vers une relation sexuelle avec elle de type un peu hystérique. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Elles avaient toutes ce profil-là, sur les 7, on va dire au moins 5, me le solliciter pour se plaindre de Ramadan, non pas d'avoir été violées, mais d'avoir été leur maîtresse, de ne plus l'être et qu'ils les avaient finalement dominées. Et finalement, si la conversation se poursuivait, parce que moi ça m'intéressait de comprendre, elles cherchaient à devenir ma maîtresse. Et ça a été très très puissant chez une lyonnaise qui s'appelait Majda, j'en parle même pas, j'étais obligé de lui envoyer des lettres d'avocat pour qu'elle arrête de me harceler. La psychanalyste canadienne était très très... Elle m'envoyait des photos d'elle, sadomaso, très belle d'ailleurs. Donc je me suis dit, Ramadan se retrouve par, on va dire, sa sexualité un peu, on va dire quoi, extrême, marginale, j'en sais rien, se retrouve en fait attirer des femmes qui en fait correspondent à ça. Et je me suis dit, ça ne doit pas être drôle pour lui parce qu'il est face à des hystériques. Hein. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié, puisqu'évidemment, quand elles ont décidé de se déchaîner contre lui, ça a été très violent, comme ce sont parfois les femmes qui ont été amoureuses et qui se sont estimées bafouées et qui n'ont plus aucune limite et aucune morale. C'est vieux comme le théâtre antique. Hein. Oui, j'ai eu au téléphone, bien sûr. Elle m'a pas dit d'ailleurs qu'elle était la maîtresse de Ramadan, elle m'a d'abord dit qu'elle était sa secrétaire et qu'elle est handicapée. Et après, elle m'a dit, il y a eu 2-3 appels téléphoniques, qu'elle était sa maîtresse bien qu'handicapée. Je me suis dit, on est dans n'importe quoi. C'est une scène de sexe avec du fauteuil roulant. Et là, j'ai eu des doutes sur elle parce que je me suis dit, quand une femme me raconte du mal d'un type et qu'elle me dit au bout d'un moment qu'elle a été sa maîtresse pendant longtemps, en général, je décroche parce que je me dis, on ne peut pas être dedans et dehors, quoi. Étant un homme moi-même, je me méfie. J'ai transmis son téléphone à Salim Laibi et me suis simplement retiré du jeu et j'en ai plus entendu parler. Et jamais je n'ai contacté Ramadan. Je crois pas d'ailleurs que j'ai jamais eu son téléphone pour passer un quelques cook-pack avec lui. J'ai simplement, moi, ma ligne a toujours été la même, c'est j'aime bien avoir le maximum d'informations sur les gens qui sont sur le terrain politique, que ce soit l'argent, les réseaux et même pourquoi pas la vie intime, c'est très utile quand on veut comprendre, mais jamais je ne m'en suis servi dans mon combat, voilà. Mais simplement, je savais qu'il était Ramadan et ça me faisait rigoler. Je me disais, en gros, si les gens savaient, et toujours je disais, c'est étrange qu'ils soient protégés à ce point-là, qu'ils se sentent à ce point-là protégés pour prendre autant de risques. Parce que j'estime que pour un personnage à la fois politique et religieux de premier plan, il prenait énormément de risques. Voilà. Ça reste toujours d'ailleurs l'étonnement que j'ai. Mais bon, je peux comprendre, c'est comme le jeu ou la drogue. Hein. Il y a une addiction et on augmente les doses, quoi. Voilà, quoi. Ah non, j'ai pas dit que je portais plainte, j'ai dit que j'étais à la disposition de la justice parce qu'on m'avait mis dans le dossier et que l'avocat de Ramadan a dit à un moment donné, en disant que c'était Ramadan, que cette affaire avait été montée par moi. Alors, je dis, c'est quand même un peu fort de café, parce que je suis sans doute celui qui, connaissant tout ça, c'est le mieux tenu, parce que justement, je n'ai jamais rien fait. Mais là, c'est là qu'apparaît à un moment donné un personnage trouble comme Gamal Abina, qui, pour faire l'intéressant et à un moment donné missionné, a prétendu que lui, il avait des infos ou qu'il savait que... Comme effectivement, j'ai dialogué avec toutes ces femmes, et dont celle qui l'accuse, puisque il me semble qu'il y en a les 3 qui l'accusent, je crois, j'ai correspondu avec. Effectivement, on peut se dire, Sarah l'a discuté avec, c'est un combattant politique, il est un peu en froid avec Ramadan pour des raisons politiques et géopolitiques, sans doute qu'il a appuyé quelque part. Je vous le dis tout de suite, non. Voilà, non. Mais par contre, j'ai été justement mis à disposition de la justice, parce que si vous regardez le dossier depuis qu'il est incarcéré, j'ai toujours dit, moi, sa ligne est catastrophique, parce qu'il prétend qu'il n'a eu aucun rapport avec ces femmes, alors que tout le démontre, donc il ment. Il essaye donc de sauver sa réputation de prédicateur, mais du coup, il est très fragilisé par rapport à la justice, puisqu'il ment ouvertement. D'ailleurs, il s'est rallié à ma ligne, puisqu'il a dit oui, il y a relation, mais elles sont consenties. Et j'ai dit, moi, dès le départ, il n'y a jamais eu viol, puisque moi je connais le dossier. Ces femmes qui m'ont parlé ne m'ont jamais parlé de viol. C'était du rapport consenti, mais dominé, mais ces femmes cherchent à être dominées, quand ce qu'on appelle les stars foqueuses, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, quand vous allez voir un type connu, c'est parce que vous désirez vous soumettre. Et après, je crois qu'un type du théâtre, là je ne me rappelle plus, a subi des plaintes à peu près du même ordre, c'est la mode en ce moment, et je suis d'ailleurs étonné, moi, d'avoir si peu de problèmes, ça veut dire que sans doute que je suis un gentleman, parce qu'avec mon passé, qu'on pourrait appeler mon passif, personne n'est allé se plaindre de mon comportement. Je prouve qu'il n'y a pas sadomaso chez moi. Voilà.
Moi, j'en ai eu une à Marseille, avec qui j'ai uniquement communiqué, qui était une veuve qui avait perdu un enfant. J'ai eu une deuxième qui a été ma maîtresse et qui m'a avoué après avoir été ma maîtresse, qui était musulmane marseillaise, qu'elle avait été la maîtresse de Ramadan, mais elle me l'a dit qu'après. Donc j'ai découvert qu'il y avait des recroisements. La Majda, je l'ai subie effectivement très violemment. Elle se vantait à l'époque d'avoir été choriste et voire maîtresse de Patrick Bruel. Donc c'est vraiment, on est dans la star foqueuse showbiz. Et elle, vraiment, c'est un poison. Et elle a essayé d'ailleurs de m'instrumentaliser pour que j'attaque Ramadan. Et elle a commencé à me menacer parce que je refusais de le faire par Facebook. Et je me suis dit, danger, danger. J'avais un peu même du mal pour lui, parce que dit, avec celle-là qui va sur le dos, il va souffrir, quoi. C'était vraiment une emmerdeuse pathologique, une dingue. Et la fameuse Ayari, alors quand on discutait, à l'époque, elle prétendait travailler au tribunal de Dijon. Voilà, mais c'est elle, c'est sûr. Elle me disait qu'elle avait été la maîtresse de Ramadan, et puis elle me disait quand même, celui-là, il perd rien pour attendre. Et elle m'avait rien dit de plus, et on était dans une relation d'échange et c'est vrai, un peu de drague, hein, toujours. Hein, puisque moi, quand une fille me contacte par les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, qu'elle a un certain âge, qu'elle est un peu mignonne, et que je réponds avec le ping-pong qui s'instaure, on arrive toujours à un moment donné sur de la séduction. C'est comme ça que voilà, parce que sinon, ça n'existe pas autrement. À part que j'ai eu l'intelligence, je vais dire, ou la question d'un peu du temps,